Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation des résultats d'une étude sur les principes d'équité dans la politique climatique. Nous le savons bien, pour limiter l'élévation des températures au moins de 2 degrés, il faut une réduction des émissions à gaz à effet de serre qui est plus fort qu'actuellement prévu. Et là, les principes d'équité ou une politique informée par les principes d'équité peuvent aider à cet égard. L'équité est un concept qui est très important dans l'accord de Paris. Il faut donc parler des allocations des devoirs qui sont différenciés par rapport au passé, le développement historique par rapport au présent, au futur, le développement durable. On a des principes d'équité qui sont très importants, très bien connus, comme le principe de capacité de payer, principe de mérite, partage des coûts, comparer le même avec le même. Donc, il faut combiner les équitations et les principes d'équité et déterminer des fondations pour la discussion qui va suivre dans cette année, dans l'année prochaine et jusqu'à 2023, jusqu'à Stocktake, pour avoir un dialogue qui est précis et qui est structuré et qui, à la fin, peut obtenir des résultats. Et maintenant, j'aimerais passer la parole à Anna pour la présentation des résultats de notre étude. S'il vous plaît. Merci. Peut-être tu veux dire rien. Alors, bonjour à tout le monde. Je suis très contente d'être ici. Et comme Lucas a déjà dit, je vais présenter quelques résultats qu'on a fait l'année passée en vue d'équité globale et qu'est-ce que ça veut dire pour les objectifs climatiques annoncés. Je pense tout le monde connaît déjà cette image. C'est le Climate Action Tracker et ça nous montre assez bien qu'on n'est pas vraiment sur track, c'est-à-dire il faut faire beaucoup plus pour atteindre l'objectif climatique de 2 degrés ou bien 1,5 degrés. Et si vous regardez dans l'accord de Paris, il y a l'équité, il y a plusieurs fois l'équité, il y a ce principe de responsabilité commune mais différenciée. Et puis si vous regardez dans les NDC, alors sur les objectifs climatiques nationaux, là on va il y a le mot équité plusieurs fois, c'est plus ou moins informatif. Vous regardez les États-Unis, ils disent the target is fair and ambitious, point. Et puis il y a les autres qui disent plus, mais ce qu'on voit qu'il y a une multitude de définitions d'équité, il y a un manque de consensus. Et comme Lucas a dit avant, il y a plusieurs principes d'équité qu'on peut mélanger, qu'on peut utiliser individuel. C'est le principe de capacité à payer, c'est-à-dire ces pays qui peuvent payer plus doivent payer plus. Il y a le principe de mérite, c'est-à-dire ceux qui ont plus d'efforts ou qui travaillent plus doivent être récompensés plus. Il y a le principe de partage des coûts de la politique, c'est-à-dire là où c'est moins cher de mettre en place une politique, alors on devrait le faire là. Et puis il y a le principe égalitaire, ça veut dire c'est la même chose pour tout le monde, c'est-à-dire on va distribuer les émissions égalitaires ou également partout la population mondiale. Par exemple, la IPCC aussi se base sur ces principes. Et nous aussi, dans notre étude, il y a plusieurs études sur l'équité. Je vais montrer aussi des autres approches. Mais je pense que ces 4 principes, ce sont les principes les plus souvent. Et ce qu'on dit, nous, alors, c'est pour avoir une proportion juste des émissions par personne, par pays, il faut trouver des principes qui sont généralement acceptés par tout le monde.
et qui sont transparents. Alors qu'on peut en parler, qu'on peut en discuter et voilà, trouver une solution. Comment inclure les principes d'équité dans le dialogue comme mettre dans l'accord de Paris. Et nous, on dit, pour une approche synthétique, ça devrait inclure les principes de capacité de payer, mais aussi le principe de mérite et aussi le principe du partage des coûts. Alors il faut trouver une approche pour inclure les trois, sinon on n'aura pas de consensus comment l'inclure dans l'accord. Ce qu'on a fait nous maintenant, c'est de prendre les différents principes d'équité et calculer la proportion juste par personne des émissions entre 2014 et 2050. C'est-à-dire combien des émissions chaque personne pourrait émettre dans cette période de temps. Et on l'a calculé avec 3 différents principes. C'est le principe d'équité de Lucas, qui inclut les principes que je vous ai présentés avant. Alors le principe de... Bon, je ne vais pas répéter tout ça. Puis il y a un autre principe qui s'appelle méthode d'impôt. Weizmann qui l'a dit, c'est plus facile d'avoir un impôt global pour le charbon. Et puis il y a la troisième méthode, la méthode égalitaire, qui donne les mêmes droits d'émission à tout le monde. Et ce qu'on a fait maintenant, on a comparé cette proportion juste des émissions avec les CDN. Alors on a regardé si les CDN et les émissions par personne sont comparables avec les émissions juste selon ces principes. Et puis on a fait une pondération des 3 principes. Alors on a dit on peut donner un peu plus de poids pour un des 3 principes ou sinon et on a fait une liste de classement. Avant de vous montrer les résultats, seulement quelques considérations. Ce qu'on a dit nous, c'est entre 2014 et 2050, on a plus ou moins un budget de 1000 gigatonnes de CO2 à compartir entre la population mondiale. Puis, il faut parler de la responsabilité historique. Il y a des pays qui disent, on a la politique climatique maintenant, alors il ne faut pas se pencher trop sur la responsabilité historique de mes émissions de 1990, par exemple. Ou bien on peut dire, il y a quelques pays, bien sûr, qui disent c'est assez important de aussi prendre en considération les responsabilités historiques. Ce qu'on fait, nous aussi, on inclut tous les pays. Alors, on ne regarde pas seulement les États-Unis, le G77 ou je ne sais pas quoi. On vraiment regarde tous les pays parce que c'est important d'avoir une approche complète, je disais. Et puis, ce qui est important, on fait aussi la différence entre les CDN conditionnels et inconditionnels. Alors, il y a des pays qui en disent on va faire plus de réduction d'émissions si on reçoit du support international. Et ça fait une grande différence entre ces budgets de carbone par personne. Et si vous voyez ici, alors, on a fait une visualisation combien de tonnes de CO2 on aura par personne, par pays, selon ces principes d'équité. Et ce que vous voyez, c'est l'Afrique qui est vert, et puis il y a les États-Unis, il y a l'Europe, il y a la Russie qui est rouge. Ça veut dire, vous le voyez à gauche, oui. Le plus vert un pays, c'est-à-dire il y a plus d'émissions qui ne sont pas émises par personne dans ce pays. Alors par exemple, le Congo,
Je peux pas vous montrer. Voilà. Le Congo qui est vert foncé, ils ont plus de 2 tonnes de CO2 par personne dans ce pays qui n'est pas émis, même s'ils auront le droit de le faire. Et la même chose pour par exemple, les États-Unis. Ils ont plus de 10 tonnes de CO2 par personne qui sont émis, même s'ils ne doivent pas, s'ils ne devraient pas selon les principes d'équité qu'on a appelés. Ce que je vous ai montré ici, c'est avec les aides conditionnelles et inconditionnelles. Maintenant, si on regarde seulement les aides inconditionnelles, alors sans le support financier international, vous voyez, ça change un peu l'image. Alors, il y a quelques pays qui sont un peu moins vert foncé, par exemple. Il y a le Congo, le Namibia qui changent. Puis aussi, en Amérique du Sud, là, il change assez. Je peux changer encore une fois. Plus de pays qui auront le droit d'émettre moins d'émissions. Et ce qu'on voit aussi, si on réduit la responsabilité historique, ça change encore une fois pour quelques pays. Alors l'Australie et le Canada, par exemple, ils sont moins responsables d'émissions, d'avoir un déficit d'émissions qu'avant avec une responsabilité complète. Si on regarde la classification, on voit avec chaque pondération, il y a quelques pays qui sont toujours dans les rangs 1 à 15. Par exemple, le Namibia ou bien Comoros, qui ont vraiment, ont moins d'émissions qu'ils pourraient selon le principe. Et puis il y a quelques pays comme Bosnie ou Brésil où là ça dépend vraiment de lequel principe on doit plus de poids pour la classification. Alors Bosnie, alors ça c'est 75. Si on met plus de poids sur le principe d'équité de Lucas, et si on prend plus de poids pour les principes d'un impôt mondial, la Bosnie sera sur la place 1. Ce qu'on voit aussi, c'est pour les dernières places, l'image ne change pas du tout. Alors là, on a les pays, les pays de... c'est toujours la même classification, le même ordre de classification pour tous ces pays qui ont toujours trop d'émissions par personne selon ces principes d'équité. Ce qu'on voit aussi, c'est que si on fait une sommation de toutes les émissions par personne, on voit qu'en 2030, il y a un gap des émissions, c'est-à-dire il y a trop d'émissions qui sont émises. On le sait déjà, mais là on voit un peu l'ordre ou bien les dimensions entre les émissions entre le déficit et le surplus des émissions. Ce que j'ai présenté maintenant, il faut dire qu'il y a une image incomplète. Alors, dans les inventaires, il n'y a par exemple pas les bunker fuels, c'est-à-dire pas les émissions de transport maritime ou des avions. Et il y a plusieurs pays pour lesquels cette émission sera par exemple, pour la Suisse, ça sera 10% plus d'émissions si on devrait aussi prendre cette émission en considération. Puis même si on parle de la consommation par personne dans les images avant, ce n'est pas la perspective de consommation dans les inventaires. Alors c'est-à-dire, maintenant, les émissions seront... on prend les émissions dans les inventaires où ils ont été produits
et pas où on consomme les produits ou quoi ça. Et ça peut aussi changer un peu si on le regardera d'une autre perspective. Ce qui est important aussi, c'est maintenant, si on a une trajectoire jusqu'à 2050, ça ne nous aide pas beaucoup, à ma génération par exemple, si on va réduire les émissions en 2049. Alors c'est la question, quand les pays font les réductions des émissions, et dans notre étude, on ne prend pas ça, on ne regarde pas. Et ce qu'on ne regarde pas non plus, c'est, je vous ai montré qu'il y a des pays, qu'il y a des différences pour les CDN inconditionnels et conditionnels. Mais maintenant, ce qu'on n'a pas pris en considération, c'est les pays qui vont payer pour les réductions d'émissions dans ces pays qui ont des CDN conditionnels. Et ce qu'on pourra discuter, c'est s'il y a des pays qui payent beaucoup plus pour la complétion des CDN conditionnels, ça pourrait leur donner une classification meilleure. Une autre chose que j'ai dit avant déjà, l'équité dans les CDN ne nous aide pas beaucoup pour le climat si on ne va pas faire les réductions après. C'est-à-dire même si on a des CDN totalement équitables, il faut vraiment faire les réductions après. Et là, il faut être équitable, il faut être ambitieux. Ce que vous avez peut-être déjà vu dans cette conférence, il y avait plusieurs des présentations sur l'équité. Il y avait plusieurs approches, comment calculer le niveau d'équité ou bien le niveau de fairness entre les pays. Et ce qu'on dit, nous, c'est qu'il faudrait d'une plateforme ou bien d'un dialogue qui essaye d'intégrer tous ces principes et de trouver une métrique qui nous aide à vraiment le prendre et le mettre dans le dialogue sur les CDN, sur le Global Stake Take. Ça veut dire quoi alors pour la COP23, la COP24? Comment on peut prendre ces principes d'équité et les mettre, ou les utiliser dans la politique du climat? Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup à Lucas et Anna pour leur présentation respective, et merci à Anna pour nous avoir expliqué un petit peu, tant en partant des objectifs mis en place dans l'accord de Paris, comment est-ce qu'ils pourraient se traduire en perspective de mise en œuvre dans la prochaine phase qui est maintenant celle de la réalisation des objectifs annoncés. Alors effectivement, l'accord de Paris aujourd'hui par rapport à ce qui avait été le régime climatique international précédent, comme le disait justement Lucas, offre un prisme de lecture qui est très axé sur l'équité, puisque les objectifs globaux de l'accord tels que définis dans son article 2, dans le paragraphe 1, notamment donc les émissions, l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, les objectifs des 2 degrés et voire même des 1,5 degrés d'ici à la fin du siècle par rapport aux périodes industrielles, le renforcement des capacités, l'adaptation qui est le second alinéa défini dans le paragraphe 1, et enfin la problématique des flux financiers qui devraient être compatibles pour tendre vers ces objectifs, sont complétés par le paragraphe 2 qui, lui, exprime tout de suite le principe d'équité comme grille de lecture, avec notamment donc, les grands principes qui ont été adoptés dès la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, donc des responsabilités communes et différenciées, des capacités respectives et des différentes situations nationales.
Donc on voit bien que le corps de l'accord de Paris, aujourd'hui, place l'équité comme un objectif capital pour la mise en œuvre de ces objectifs autres. Aujourd'hui, la question est donc, quelle va être la suite donnée à ces objectifs? Et là, on voit bien l'interpénétration entre les objectifs politiques et le monde de la recherche qui permet d'avoir une illustration plus complète de comment est-ce que cela pourrait être mis en œuvre en termes d'effectivité. Notamment parce qu'au-delà de ces objectifs définis, pour reprendre un petit peu le fil de votre présentation, on voit que les pays dont le budget carbone en quelque sorte est le plus important sont également ceux qui ont les besoins les plus conséquents pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Donc on en arrive à la situation de se dire, au-delà des objectifs, comment est-ce qu'on va pouvoir justement rendre opérationnel ce principe d'équité? Et là, je pense que justement des développements tels que les vôtres seront importants pour alimenter les débats et instruire les négociations qui sont en cours, puisque vous parliez d'une image incomplète. Et effectivement, pour revenir à l'accord de Paris, donc les émissions maritimes et de l'aviation, notamment, qui sont très importantes. Aujourd'hui, je crois qu'elles représentent quelque chose comme 5% des émissions mondiales, mais c'est surtout le rythme d'accroissement de ces émissions qui est préoccupant si l'on parle en termes de prospective, ne sont pas incluses dans l'accord de Paris, bien qu'il y ait une mention faite à la nécessité pour les États de coopérer dans ces domaines, notamment via les organisations internationales que sont l'OMI et l'OACI. Donc il y a une première tentative, mais cela doit être pris en compte. Par contre, la question qui reste préoccupante, et c'est celle que vous avez soulevée notamment, c'est à propos des inventaires, donc, mais aussi des modalités des CDN pour leur prise en compte. Donc au-delà des inventaires, quelles sont en réalité leurs conditions de mise en œuvre et quel doit être le cadre de transparence? En l'occurrence, le cadre de transparence renforcée reste encore en cours de maturation, au même titre que les réalités de la mise en œuvre des CDN. Et vous parliez notamment du bilan mondial qui doit être tenu en 2023 pour le premier cycle. Et aujourd'hui, on est à la COP23, donc 2017, et l'année prochaine déjà, à la COP24, devront être définies les règles d'opérationnalisation de l'accord de Paris, et ce sera un grand moment, puisque en anticipant sur le Global Stocktake de 2023, il y aura également un premier dialogue de facilitation qui permettra de faire un premier bilan collectif des efforts, d'autant plus, et c'est là encore l'objet de l'analyse scientifique dans ce débat, il y aura en plus un rapport du GIEC sur les profils d'évolution liés à une augmentation de la température au-delà du seuil de 1,5 degré, qui devrait sans doute alimenter ces débats dans ce sens. Et donc voilà, pour faire un petit tour d'horizon. Donc il y a notamment le cadre de transparence renforcé qui reste un élément particulier à déterminer. Et donc j'aimerais vous poser la question, peut-être en guise de conclusion, comment est-ce que vous verriez un petit peu l'intégration de ces principes d'équité dans ce cadre de transparence pour justement aller vers une mise en œuvre qui soit collective et en même temps égalitaire pour l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris? Oui, je peux commencer la discussion, mais après on peut ouvrir. Je pense, en effet, oui, c'est la transparence, c'est un point très fort des principes d'équité. On peut vraiment dire ce qu'on compte, ce qu'on fait. Et là, nous avons pris des indicateurs, des chiffres qui sont vraiment, ils sont là. C'est les émissions par tête, par exemple. Donc, il ne faut pas trop de chiffres pour le faire, parce que si ça c'est trop compliqué, on ne peut plus communiquer au niveau public. Et je voudrais aussi commenter l'image incomplète. Oui, c'est vrai, c'est jamais, mais en politique, c'est jamais complet. Il faut toujours trouver des solutions qui fonctionnent, et après, il faut améliorer. Maintenant, ce qu'on a maintenant, la situation, ce qu'on on parle pas encore assez d'équité. Donc, la discussion devrait être un peu plus profonde et plus inclusif. Donc, là, ça serait le but là. Donc, on a vraiment un paradoxe dans l'accord de Paris que, d'une part, l'évaluation de la politique, c'est dans un niveau mondial.
Et de l'autre côté, nous avons les différenciés, on fait la différence entre les pays, on veut faire le CPDR de quelque sorte. Donc il faut résoudre ce problème, comment on peut faire, comment on peut commencer à continuer à travailler sur le paradoxe et de résoudre ce problème. Moi je crains que le stocktake, on a plusieurs fois mentionné le 2023, on pense toujours que c'est encore, oui, on a encore beaucoup d'années de parler de ça, mais en principe, je suis d'accord avec Anna, il faut vraiment, il faut continuer, il faut s'intensifier, il faut vraiment faire du progrès là. Sinon, si on commence seulement en 2022, pour moi, ça serait très très tard. Et jusqu'à là, on n'a vraiment pas le temps de parler des choses là qui sont vraiment prêtes. La science a fait on a donné de la fondation pour la discussion. Maintenant, on est prêt à discuter avec les pays sur ce point. Vous êtes les bienvenus. Donc effectivement, tout d'abord un petit tour de salle. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui auraient envie de poser des questions supplémentaires, peut-être pour ouvrir le débat et avoir de plus amples éclaircissements sur un certain nombre de points qui ont été définis? Bonjour, donc Gino Baudry, bénévole Énergie 2050 et aussi accessoirement chercheur à la VUB à Bruxelles. Donc je me demandais si la notion d'équité n'était pas par essence quelque chose de subjectif et que ça pouvait pas, la recherche de l'équité ne pouvait pas à son insu repousser encore l'implémentation et amener à des débats presque sans fin, je dirais. Juste, si je peux soulever en tant que première réaction à cette question, effectivement, d'un point de vue strictement idéologique, l'équité peut être subjectif, mais ici on a une confrontation de cette subjectivité face à l'objectivité scientifique qui est appuyée par un certain nombre d'éléments scientifiques et chiffrés qui permettent d'avoir une première grille d'analyse. C'est plutôt ensuite dans la considération de l'équité, je pense, plus que dans les débats que la subjectivité se trouve, mais je laisserai ici mes collègues compléter cette première réaction. En fait, je pense, bon, tu as raison, mais c'est le problème avec toute la politique, non? Il y a toujours le problème qu'il faut trouver un consensus, un compromis. C'est-à-dire qu'il faut toujours parler et trouver une approche, comment on peut inclure toutes les opinions, individuelles, si c'est l'équité, si c'est je ne sais pas quoi, ce que tu veux consommer, ce que tu veux faire, où tu veux travailler. Alors il faut toujours trouver un consensus et c'est la même chose avec l'équité. Ici, avec un accord global, c'est un peu plus difficile. Mais je pense que ça, c'est la politique internationale. Merci. J'ai toujours pensé à ce problème. Nous, par exemple, dans la classification, je n'ai pas vu le Mali. Je voulais savoir la place de mon pays. Je vais vous montrer après. Voilà, dans cette classification. Ça, c'est un. De deux, nous, qu'on nous appelle communément pays sous-développés. Qu'est-ce que nous, on va faire? Vous allez nous attendre pour qu'on se développe jusqu'à votre niveau? Ou bien comment vous comptez compenser les pays africains, par exemple, sous-développés dans l'émission de carbone? Comment on va le faire? Oui, une très bonne question, mais aussi assez difficile. Donc, on est très très content de voir que les pays d'Afrique sont vraiment bien dans cette liste. Ils ont vraiment une politique très ambitionnée. Donc là, on va voir les pays différents. Mais en principe, c'est ce qu'on voit. Mais après, il faut le dire, le développement, est-ce que ça dépend de la pollution? Moi, je dirais non. Dans le passé, c'était que les pays, nos pays, l'Europe et les États-Unis se sont développés et en même temps, ils ont augmenté la pollution.
oui, l'économie dépendait des fossil fuels, donc c'était le courant normal. Maintenant, on a des alternatives. Donc si vous êtes vraiment dans un état qui n'est pas, le système énergétique n'est pas développé encore, il faut vraiment investir dans les renouvelables. Et si vous avez besoin de l'aide, là, il faut aider. Pourquoi? Parce que là, c'est vraiment le futur. Si maintenant vous allez dans le charbon, si vous-même vous avez le droit de le faire, c'est mieux de vendre les certificats ou qu'est-ce qu'il y a aux pays riches et d'investir dans les énergies renouvelables. Et là, je pense qu'il n'y a plus, d'opportunités pour le travail. Il y a aussi plus de possibilités de développement qui vraiment montrent le futur. Donc là, pour moi, le développement, c'est vraiment déconnecté de la pollution. Et je suis toujours en faveur d'utiliser aussi dans tous les pays, utiliser les techniques qui sont les plus avancées. Pas investir dans les technologies qui sont du passé. Donc là, c'est déconnecté, mais c'est vrai pour le développement. Il faut plus que pas polluer, il faut d'investissement. Et là aussi, il faut de l'aide, c'est clair. Je suis entièrement d'accord avec vous. Nous ne devons plus utiliser le charbon pour produire de l'énergie. Nous devons prendre les énergies renouvelables pour nous développer. Mais pour avoir ces énergies renouvelables, il faut de la technologie. Et nous ne les avons pas. Nous sommes obligés encore de se rabattre sur l'Europe pour avoir ces technologies. Et il faut de l'argent. Vous voyez, c'est compliqué pour nous. Oui, il faut le financement, c'est vrai, mais de l'autre part, si vous avez une énergie qui est décentralisée, c'est beaucoup plus, c'est mieux que d'avoir des centrales. Donc pour un pays qui est, vous avez toujours des régions rurales, donc c'est beaucoup mieux d'avoir des panneaux solaires et tout ça. Et c'est pas assez cher et les technologies sont là. Et vous pouvez, il y a des pays en Asie, vous pouvez l'acheter dans les supermarchés. Donc là, en Afrique, on pourrait même faire la même chose. Mais il faut de l'achat, il faut le pouvoir de l'achat pour les consommateurs pour être capables de le faire. Mais en principe, les technologies sont là, ils sont ouverts pour tout le monde. Bah oui, bien sûr. C'est avec le développement. Mais il ne faut pas polluer pour se développer. Il faut de l'argent, il faut de l'investissement, il faut du travail. Oui, c'est ça. Voilà. Monsieur. Je vous remercie. Moi, je viens de la République centrafricaine. Je vais parler non seulement je soutiens mon ami du Mali, mais je suis d'accord avec vous. Quand vous dites qu'il faut maintenant se développer, la technologie existe. Maintenant, si nous faisons référence sur le principe qu'il y a une responsabilité commune mais différenciée en ce qui concerne les changements climatiques, et qu'aujourd'hui, il est dit dans les principaux débats qu'il faut aider au transfert de technologie. Si nous faisons le pourcentage aujourd'hui des investissements dans nos pays, je pense que c'est faible. Quelle est la réponse par rapport à l'accord de Paris? Si je reviens sur le plan de l'équité, je pense que c'est un problème si nous prenons la globalité des humains qui sont dans les pays les moins avancés, je ne veux pas aller dire les pays sous-développés, les pays en développement, parce que là encore il faut dissocier. Dans ces pays les moins avancés dont nous faisons partie sur les 49, aujourd'hui, si on se met ensemble, on se comptabilise et qu'on va sur le principe d'émission par personne, par humain, je ne suis pas sûr que nous allons parler d'équité dans l'accord de Paris. Et moi, j'aimerais bien avoir une idée précise là-dessus et faire la balance pour pouvoir avancer. Je suis Yampélé Lambert, je suis ancien vice-président de Substa dans les années 80, dans les années 2003. Je vous remercie. Non, je suis d'accord avec vous. Merci. Oui, ici, je viens du Bénin. C'est Ginette Azeyandi. Et je partage les mêmes préoccupations que les prédécesseurs venus de l'Afrique. Le problème réel, quel apport les pays développés
quel soutien, quel appui peuvent nous apporter, étant donné que nous avons le soleil suffisamment en Afrique pour le développement de l'énergie solaire, par exemple, étant donné que à l'installation, l'énergie solaire revient excessivement chère. Excessivement cher. Pour avoir l'énergie solaire en Afrique, c'est excessivement cher. Quel appui, quel soutien les pays développés pourraient nous apporter pour que véritablement nous pourrons faire face et avoir de l'énergie en permanence, parce que le problème de l'électricité est un sérieux problème si nous prenons le cas du Bénin, et comment on appelle, notamment Cotonou. Cotonou est pratiquement dans le noir parce que nous n'avons pas suffisamment les ressources pour faire face à l'installation de l'énergie solaire, puisqu'on est aujourd'hui dans l'avènement de réduction de la pollution. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Parce que c'est surtout la question qui se pose à nous, ça, quand on parle d'équité. Merci. Ce que j'aime bien avec ce rapport-là, à votre gauche, bon, malheureusement, c'est pas fait pour les pays d'Afrique, mais ce qu'ils ont fait, c'est d'estimer le potentiel de combien des émissions on pourrait réduire, non? Et on pourrait on pourrait calculer la même chose pour l'Afrique, pour Mali, pour la République africaine. Ouais. Et je ne sais pas où vous venez. Bénin, ok, d'accord. Et là, on peut montrer aux pays qui sont des surconsommateurs, qui consomment trop, où ils pourraient réduire les émissions, non? Et c'est exactement la discussion qui est importante de climate finance, de comment supporter à mettre en place les CDN conditionnels, alors à faire, ou bien à mettre en place ce transfert de technologie, ce transfert de ressources et tout ça. Il y a un énorme potentiel en Afrique, par exemple, pour l'énergie solaire, mais il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser maintenant et pas en 20 ans, je ne sais pas. Une maison modeste, pour l'équiper en énergie solaire avec quelques plaques et quelques batteries, si l'occasion se donnait d'acheter la technologie française, ça tournait autour de 5 millions de francs CFA. Mais avec la technologie chinoise maintenant, 1 million, ça suffit largement. Donc si nous arrivons à avoir des technologies à moins chères, nous pouvons sauter l'étape de votre industrialisation avec l'utilisation du charbon. Mais faudra-t-il que nous ayons cette technologie moins chère? C'est ça le problème. Sinon, nous avons le soleil à vendre chez nous. Mais il n'y a pas la technologie. Non, on est complètement d'accord. Chez nous, maintenant, c'est vraiment comme ça. Disons, on vient de Suisse. Si on construit une nouvelle maison, si on utilise les nouvelles technologies, c'est pas plus cher, c'est pas que c'est plus cher que l'autre. Donc en ce moment-là, on a même, c'est un peu moins cher. Donc il fallait comparer les technologies. Et il y a beaucoup d'avances, même dans les années, dans les 2, 3, 4 dernières années, beaucoup des coûts qui sont donc il y a vraiment un changement qui va être très rapide. Donc là, il y a un potentiel et je vous vraiment encourage de le suivre, de voir ce qui est possible. Mais le truc avec le financement, on a bien compris ça. Mais justement pour dire, les temps de l'énergie qui coûte rien, c'est passé. L'énergie a un prix. Et si on fait la politique mondiale de politique climatique, le carbone, c'est un prix mondial. Et là, si vous avez des droits que vous n'utilisez pas, vous pouvez les vendre. Et après, c'est un revenu pour vous. Et là, vous pouvez investir. Donc, ça serait une opportunité pour le futur. Je vais peut-être faire une intervention et après, je vous donne la parole. Vous êtes du Burkina, voilà. Donc, peut-être juste pour compléter un peu ce qui est en train d'être dit sur l'énergie, parce que souvent, quand on parle de ces sujets-là, on retombe sur le volet énergétique.
et en particulier énergie renouvelable, qui semble poser d'énormes problèmes pour beaucoup de pays dits en développement. Très clairement, oui, c'est vrai. Mais néanmoins, dans beaucoup de vos pays, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le leapfrog, c'est-à-dire que vous êtes en train d'avoir une transition énergétique qui peut aussi parfois dépasser certaines espérances. Et je vais vous donner un exemple qu'on a eu récemment dans un débat avec la Suisse sur la réforme des subventions aux énergies fossiles, où la Mauritanie nous expliquait qu'ils sont déjà à 30% d'énergie renouvelable dans leur mix énergétique et qui vont être d'ici 2020 à 50%. Alors je ne suis pas en train de dire, bien au contraire, que ça peut être duplicable partout, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un système spécifique d'accès à l'énergie qui fait que souvent les pays, dès lors qu'ils mettent en place les bonnes conditions réglementaires, s'aperçoivent que les énergies renouvelables adossées à de l'efficacité énergétique dans l'environnement construit, le bâtiment par exemple, ont des effets de levier assez énormes. Et vous verrez ici sur le pavillon, on aura 2 événements avec la Suisse sur les subventions aux énergies fossiles. Et ça concerne aussi directement vos pays, puisque vos pays font partie, comme les nôtres d'ailleurs, fort malheureusement, des pays qui continuent à subventionner les énergies fossiles. Juste pour vous montrer la schizophrénie, et là on est bien au cœur de l'agenda de la mise en œuvre de Paris, aujourd'hui encore, il y a un ratio de 1 à 10 entre les subventions aux énergies fossiles versus les subventions aux énergies renouvelables. Donc vous voyez bien que quand on parle ici de mise en œuvre des contributions nationales, on est confronté pas simplement à l'agenda climat, mais on est ici confronté à un agenda politique de mise en œuvre qui doit lui-même maintenant prendre en compte que chaque décision doit être climato-compatible. Et cette révolution, vous l'avez vécue, puisque vous avez élaboré vos contributions prévues déterminées au niveau national. Maintenant, vous êtes confronté au défi de la mise en œuvre. Tout à l'heure, j'entendais Antoine qui parlait du dialogue de l'année prochaine, et effectivement, c'est un enjeu majeur. Mais ce qui veut dire que cette question énergétique ne doit pas être simplement vue comme une question de technologie, elle doit être aussi, au-delà des partenariats qui doivent exister, bien sûr, c'est l'esprit de l'accord de Paris et c'est logique, mais néanmoins, ça doit être aussi vu comme un moyen de transformer l'aménagement d'un territoire de manière à pouvoir à la fois travailler sur l'adaptation, qui reste le point principal de préoccupation. Il y aura aussi d'autres événements ici avec la présidence du Bénin sur l'habitat, le cadre de vie, la nouvelle agence qu'ils ont mis en œuvre. Vous aurez ici M. Grisoni qui en parlera. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, l'énergie doit être comprise dans un mixte d'actions, elles-mêmes qui doivent s'intégrer dans une stratégie nationale, ce que vous appelez vos contributions, qui vont ensuite se décliner dans des plans d'action. Et dernier petit clin d'œil pour faire le lien entre tous ces événements qu'on va aborder ici, on aura demain, et ça je crois que ça devrait intéresser autant le Burkina que le Bénin ou les autres pays présents, on va avoir demain avec nos partenaires gouvernements locaux unis d'Afrique, un rapport qui sera le premier sur ce sujet sorti, qui est sur la territorialisation des CPDN, des CDN. Et là vous comprenez bien l'enjeu, c'est comment les territoires vont pouvoir mettre en œuvre des stratégies climato-compatibles, bien sûr basées sur, tel que nous on le voit, développement, adaptation, avec des co-bénéfices en termes d'atténuation, mais surtout comment les territoires vont pouvoir participer à la mise en œuvre de ce qui est pour l'instant national, et que pour dans quasiment aucun pays africain, on est en capacité de les localiser pour des questions de méthode, des questions de données, des questions de coûts, de décentralisation ou autres. Donc vous voyez que les sujets qu'ont abordés mes collègues, bien évidemment, sont, j'ai envie de dire, ce qu'on pourrait mettre au haut de l'agenda, mais derrière, entre les subventions aux énergies fossiles, la gouvernance, le défi de la mise en œuvre, l'accès à la finance, eh ben on revient à l'agenda de Paris. Et c'est exactement ce qui est en train de se discuter ici, dans toute sa complexité. Mais pour le coup, nos questions doivent être de plus en plus, j'ai envie de dire, mises dans un périmètre d'action, parce que la logique de simplement l'accès à la technologie pourra me permettre de, ce n'est pas obligatoirement le cas. Et je termine sur ce sujet, juste un exemple, nos amis marocains. Vous avez dû tous entendre parler des grandes fermes qu'ils ont mises à côté de Ouarzazate. Et bien vous seriez très certainement surpris de savoir que le coût du kilowattheure électrique et thermique, puisqu'ils font les deux, rendu, c'est-à-dire investissement, tout ce que vous imaginez, le business plan ou autre, il est rendu moins cher que ce que nous on a fait dans les grandes centrales en Europe. Donc ce qui veut dire que vos pays, tout en ayant besoin bien évidemment, et c'est, je suis le premier à le défendre via le fonds vert, le fonds d'adaptation ou tout ce que vous voulez, puisqu'on fait nous-mêmes des dossiers sur ces sujets, et vous voyez bien que vos pays sont quand même des donneurs d'ordre. Donc dans la politique énergétique, vous avez cette capacité aussi de mise en musique qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est pour ça que j'insiste toujours avec nos amis pays, parce que vous savez qu'on bosse aussi avec la francophonie sur ces sujets, d'être toujours très vigilant et très pointu
parce que c'est un sujet tout à fait d'actualité, mais qui doit maintenant évoluer au prorata de l'agenda. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop long, mais on pourra en reparler. Donc essayez de venir aux événements que j'ai dit. Mes collègues peuvent vous donner le programme, parce que je pense que c'est vraiment des événements où on aborde des questions de manière un peu décontractée, et qui sont quand même très sérieuses et très importantes. Voilà. Merci. Je suis du programme d'investissement forestier du Burkina Faso, mais financier de formation. Je suis inspecteur des impôts en plus. Alors, la difficulté par rapport donc à l'accès au financement pour ces énergies aujourd'hui se pose en termes de groupes d'intérêt, à mon avis. Il y a les gouvernements, il y a la société civile, il y a les ONG, il y a l'ensemble des acteurs qui font bloc contre le monde des affaires. Il y a les hommes d'affaires. C'est de prendre le cas du Burkina. Nous avons le soleil. On ne sait pas quoi on va faire. Il y a également de l'or. Vous comprenez qu'aujourd'hui, aucune stratégie n'est mise en place pour que la manne d'or puisse profiter à aider la lutte contre les changements climatiques dans le sens donc de permettre l'accès aux finances pour l'installation des énergies renouvelables, surtout le solaire. Qu'est-ce que, à votre niveau, vous pouvez donner comme réflexion, comme idée au pays, afin qu'on ne puisse pas continuer d'exploiter d'une manière vraiment anormale nos ressources vers les grandes multinationales sans qu'on ait des répercussions en matière donc, de finances pour quand même la lutte contre les changements climatiques. Merci. Il faut terminer ou quoi? Oui. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'on est à la fin de cette présentation. On est très d'accord avec moi-même. Je pense que le temps, c'est maintenant, il faut finir. Merci de venir. Merci de suivre la discussion. À tout à l'heure. Oui, peut-être on se voit à la francophonie encore. Et sinon, oui. Bon après-midi. Merci.